Bonsoir, soyez les bienvenus, bien sûr, dans 28 minutes. Bonsoir, mes camarades. Bonsoir, Elisabeth. L'actualité internationale, c'est l'inquiétude qui monte face à l'intelligence artificielle devenue une arme de guerre assumée par toutes les puissances de la planète. Les nouveaux outils de l'IA vont entraîner des mutations irréversibles dans les conflits, et ça a commencé au Moyen-Orient. People will reflect back and say this is the first large-scale combat operation that was really driven, enhanced, made substantially more productive with technology, with AI. But it's actually being able to accelerate that. Déresponsabilisation des hommes qui se contentent d'appuyer sur un bouton, délégation des décisions à des algorithmes, gamification de la guerre, l'IA au service de la guerre. Donc, est-ce une bascule civilisationnelle? Avec quels risques et quelles limites? On en débattra ce soir avant qu'on vous retrouve Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et vous avez le calendrier dans la tête. Oui, parce que nous sommes à la veille du 1er mai, Elisabeth, Bravo, Xavier. la fête des travailleurs et des travailleuses et de leur lutte. Et c'est l'occasion de revenir sur l'étymologie de travail. Souvent, on lit que ça vient d'un mot ancien qui voulait dire torture. On va travailler la question. Très bien. Marie? La municipalité de Tokyo demande aux gens d'aller travailler en short s'il fait trop chaud. Et c'est une révolution culturelle pour la capitale mondiale du costard-cravate. Ah oui, du salariman. C'est le choc. À tout à l'heure. Et pour commencer, le témoignage d'une bergère. Une bergère qui se prépare à partir en transhumance pour sa 11e estive. Avec 600 brebis, 2 chiens et un chat à 1800 mètres d'altitude. Elle s'appelle Florence Debove. Elle raconte sa vie de bergère avec un humour absolument décapant et des dessins adorables dans des carnets d'estive qui déménagent. Et nous, les culs de plomb urbains, nous en prenons pour notre grade. On la retrouve tout de suite. Florence Debove, on est vraiment content de vous recevoir à l'occasion de l'apparition chez Artaud de Sur tes pentes. Je vous présente Marjorie Adelson et Benjamin Sportouche. Florence Debove, votre papa était apiculteur. Est-ce qu'il vous chantait Il pleut bergère, la comptine de Fabre d'Églantine quand vous étiez petite pour vous endormir? Ce qui aurait expliqué une vocation de bergère plus tard. Non, il m'a pas chanté celle-ci. Ouais. Par contre, il jouait un peu du jazz et il jouait Petite Fleur. Eh ben voilà. Pour le prénom, c'est pas mal. Pour les estives, c'est pas mal. Alors, on va évoquer ce que vous faites tous les étés dans les montagnes pyrénéennes avec 600, 700, peut-être plus de brebis. Mais d'abord, votre profil idéal, votre portrait, réalisé par Gaël Legras. Florence Debove, vous êtes écrivaine et illustratrice. Comme vous le racontez dans vos ouvrages, l'été, vous gardez des centaines de brebis dans les montagnes pyrénéennes. Alors, à quoi ressemble le quotidien d'une bergère? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Dès l'enfance, vous développez un goût pour la solitude. La maison familiale avait des murs trop épais, renfermant des espaces étriqués, pas de place pour respirer, un air lourd de malaise. Vous habitez dans le Lot, où vos parents ont repris une ferme, et vous vous rendez régulièrement en forêt avec un livre et des carnets. Je lisais, j'écrivais, je dessinais pendant des heures, seul j'étais apaisé. Après une première expérience de chèvrière en Ardèche, vous vous installez dans les Pyrénées et vous commencez vos estives avec les brebis, tout comme cette bergère interviewée il y a une quinzaine d'années par France 3. Je ne sais pas vraiment ce qui me pousse toujours à monter parce que c'est vrai que c'est toujours une angoisse, la montagne pour moi quand même. Voilà, au niveau des bêtes, le fait d'en perdre, le fait qu'elles ne mangent pas, le fait qu'elles soient blessées. En 2021, vous publiez un premier récit dans lequel vous évoquez votre émerveillement, mais aussi la peur ressentie une nuit après l'attaque de votre troupeau par un ours. Aujourd'hui, vous partagez encore votre expérience vécue entre juin et septembre, seul avec vos brebis et vos 2 chiennes, Noké et Musette. Après un hiver au repos, l'estive vient comme un soulagement, l'arrivée des brebis, c'est jour de fête. Vous racontez aussi votre lecture de The Shepherd's Life du berger britannique James Rebanks. To do something that old, that timeless, is amazing, and my hope very much is that in however big or small a way, that I can help people to see that. Mais vous pestez également contre les randonneurs ou contre la politique de protection des prédateurs. Et lorsque l'automne arrive, vous redoutez la séparation avec la montagne et vos brebis avant d'écrire. Mon corps sous les mêmes intempéries, dans la même terre brûlée, en septembre, je me sens l'une d'entre elles. C'est qui? Ça, c'est la 71 août. La numéro 71. C'est votre amie. C'est une de mes meilleures copines dans la vie et sur l'estive. Donc, parmi 600 brebis, il y en a une qui a
Voilà. Il y en a plusieurs, qui sont plus proches bah de oui, moi. 12-7, Batita, Maïs. Oui. Ouais. Ouais. Vous vous souvenez de votre première estive? D'abord, estive, quand il s'agit des Alpes, on dit alpage. Quand il s'agit des Pyrénées, on dit estive et on part. On transhume vers les estives. Hein, c'est ça. C'est On ça. mène les bêtes en haut C'est ça. l'été. Vous vous souvenez de la première? Et ça a été une espèce de révélation et de confirmation peut-être de la solitude et de la jouissance d'être seul au milieu des arbres et de la forêt. Ouais, je dirais que la confirmation, ça a été la première fois où j'ai gardé un troupeau. Donc ça, c'était pas en estive, mais c'était près d'une ferme en Ardèche. Donc le tout premier jour, là, je me suis dit, ça, c'est absolument pour moi. Alors que déjà, je trouvais ça dur, mais je sentais que j'étais à ma place. Après, la première estive, ça n'a pas été vraiment une révélation, parce que souvent, en premières estives, on tombe dans des endroits qui sont moyennement accueillants, parce que c'est une première expérience et qu'ils nous prennent. Et donc la première estive, c'était plus une étape pour aller vers la seconde. Pourquoi vous écrivez, Florence Deboeuf? Pour transmettre aux jeunes ce que vous ressentez et vivez, et puis peut-être aussi votre émerveillement devant votre propre force, parce que vous dites, j'ai croisé un jour un berger de 68 ans, il s'arrêtait, enfin il venait de s'arrêter, j'étais émerveillée par le fait qu'il ait continué si longtemps un métier si difficile. Oui, alors moi j'ai écrit parce que j'ai toujours écrit, et du coup je continue à écrire. Enfin, depuis que je sais écrire, j'écris. Et vous dessinez? Ça me plaît, oui, ça me fait du bien. Et je dessine, et les deux maintenant vont ensemble. Et en estive, ils me permettent aussi, comme je suis bloquée sur une montagne pendant 4 mois, même si pour beaucoup c'est un espace de liberté, prétendument liberté, mais pour moi c'est un espace avec des limites. Et c'est les limites du troupeau, c'est mes limites à moi pendant 4 mois, et je suis obligée de rester là. Et le dessin et l'écriture, ça me permet de l'appréhender autrement et de ne pas m'ennuyer. Si jamais je m'ennuie, je fais ça. L'ennui, c'est bien aussi. L'ennui, c'est bien aussi. Mais la solitude peut être pesante ou pas, parfois? Oui, oui, bien sûr. Alors, vous avez le téléphone portable, quand même. Mais bon, comment on fait, alors, quand on se sent trop seul, dans ces cas-là? Des fois, juste, on se sent seul. Il n'y a pas forcément quelque chose à faire. On attend... écrire et dessiner, c'est une solution, mais moi, c'est ma solution. Mais après, je pense qu'on peut ressentir la solitude partout, donc en montagne aussi, parce qu'on se met dans des conditions particulières. Mais là, je viens de traverser Paris. C'est particulier, c'est une autre forme de solitude aussi. Ouais. Et de toute façon, vos journées sont extraordinairement remplies parce que il faut faire en sorte de vérifier qu'elles soient toutes là, il faut les soigner, il faut vérifier qu'elles aient mangé et il faut vérifier qu'il n'y ait pas eu d'attaque, notamment par des prédateurs, commises par des prédateurs, ours ou loups, Florence Deboeuf. Et à propos des loups, vous êtes vachement sévère pour ceux qui les défendent. Vous dites, au fond, ceux qui défendent les loups, ils défendent leurs égos. Vous l'écrivez dans les deux sens du terme, EGOS, ou leurs égos. Ils se prennent pour des loups, ils considèrent que le loup doit être défendu. Pas de pitié pour les loups? C'est pas de pitié pour les loups, c'est que pour moi, la prédation, c'est un sujet qui est arrivé alors qu'il ne devrait pas y être. Le sujet primordial pour moi, au moment où il y avait ces histoires de prédation, c'est comment on veut se nourrir, comment on veut manger demain et comment on veut bien manger sans attraper des cancers. Et la solution, c'est au niveau de l'élevage, c'est l'élevage extensif. Et l'élevage extensif, aujourd'hui, il est énormément malmené par la politique actuelle et il est plutôt en déclin. Et de rajouter une question comme la prédation, c'est juste couper court à tout espoir, en fait, aussi pour les éleveurs d'être écoutés dans l'idée de pouvoir continuer demain leur métier, quoi. Oui, d'ailleurs, vous considérez que les politiques sont complètement hors sol et que les décisions sont prises sans vraiment tenir compte des impératifs du terrain et des spécificités. Hein. Oui. En fait, nous, on a des terrains qui sont différents d'une vallée à l'autre. Et d'ailleurs, au-delà du terrain, c'est des cultures. Donc, c'est des gens différents d'une vallée à l'autre qui parlent des fois des dialectes différents, des patois. Moi, dans mon travail, je dois apprendre des mots en occitan. Et du coup, chaque mode d'élevage dépend aussi de son territoire et des gens, parce qu'il y a vraiment des gens derrière. Et là, on mène des politiques comme s'il n'y avait pas des gens derrière et comme si ce n'était pas toute leur vie. Mais donc oui, on aurait besoin que les politiques sachent un peu comment ça se passe sur place, voire que les politiques soient un peu du coin aussi. Oui, ou viennent passer quelque temps sur une estive. Alors du patois au patou, on va évoquer avec vous les patous, Marjorie, qui posent problème. Ces chiens qui sont les auxiliaires des bergers. Oui, ce sont ces gros chiens blancs, presque 1 mètre de haut et jusqu'à 65 kilos. On estime qu'il y en a plus de 6600 en France. Alors pour les bergers, vous le disiez, c'est un véritable outil de travail. Leur rôle, c'est de protéger le troupeau des prédateurs, notamment des ours, et on en parlait, des loups.
Sauf que parfois, eh bien, les patous s'attaquent à des promeneurs et ces derniers temps, ces attaques se sont multipliées. En octobre dernier, par exemple, un jeune homme a été gravement blessé par 4 patous dans les Hautes-Alpes, de quoi créer des tensions. D'un côté, les randonneurs qui accusent les bergers de ne pas surveiller leurs chiens. De l'autre, des bergers qui expliquent qu'ils n'ont pas le choix. En 2025, par exemple, en France, le nombre d'attaques de loups a augmenté d'environ 10%. Un programme nommé Alpatou a été mis en place pour sensibiliser les promeneurs, ainsi qu'une application, elle s'appelle MapPatou, et elle permet de localiser justement ces chiens. Florence Deboeuf, cette cohabitation difficile, est-ce que c'est un problème d'éducation des randonneurs ou est-ce que c'est plutôt une mauvaise gestion de la part des bergers ? C'est pas binaire. Un peu des deux. C'est un peu plus complexe que ça. Après, moi, je suis pas la spécialiste des patous parce que justement, je choisis des estives sans patous pour ne pas avoir de problème. Parce que j'aime pas trop les conflits avec les gens. Personne n'aime, en fait. Mais moi, ça fait partie vraiment des trucs j'y pense toute la nuit après. Donc j'apprécie les estives où il n'y a pas de patous. Pas pour les chiens, mais vraiment pour le contexte. Et ensuite, je pense que ça... Du côté des bergers, maintenant des éleveurs, maintenant qu'il y a du loup, on est obligé d'avoir des patous et même des meutes de patous. Et les patous, ça fonctionne à plusieurs, on a besoin d'en avoir plusieurs. Et donc, avoir des ordres très très précis sur une meute, en plus le patou, on lui demande justement de ne pas avoir forcément d'ordre. Et d'un autre côté, du côté des randonneurs, vous avez la dent dure contre les randonneurs parfois d'ailleurs. En fait, plus ça va et plus on a des populations aujourd'hui qui sont de moins en moins en contact avec des animaux et du coup qui savent de moins en moins lire les animaux. Des populations humaines, vous voulez dire ? Oui. Oui, de randonneurs. Vous dites d'ailleurs, je me promène beaucoup sur les crêtes et donc je me promène dans les toilettes. Les toilettes, c'est-à-dire les déchets, les cacas, etc., laissés par les randonneurs. Vous dites, je suis aussi la bête au zoo, ils me prennent en photo. Enfin, ils font n'importe quoi, les randonneurs. Ils font pas n'importe quoi, mais ils sont pas de ce milieu. Et donc, ils se comportent sans savoir qu'il y a une culture sur place et qu'il y a des gens qui travaillent et que... Voilà. Vous en appelez à plus d'humilité de la part des randonneurs. Je ne sais pas à quoi j'en appelle parce que pour moi, là, aujourd'hui, la culture citadine, elle est allée vraiment très très loin de nous, ce qu'on fait. Nous, on a des gestes en élevage, on a des gestes qui datent de vraiment très longtemps et du coup, on est resté dans une forme de lenteur et de long terme, là où tout va vite de l'autre côté. Et c'est justement ça, je trouve aussi que sur les gens que je croise, ils ont de plus en plus de mal à comprendre le comportement des chiens. Par exemple, mes propres chiennes qui vont aboyer quelqu'un, ils vont en avoir très très peur. Là où c'est pas des patous, quoi. Et c'est une difficulté aussi à lire les animaux, sauf qu'on est encore là. On en est là, dit-elle avec un sourire mutin. Vous faites mieux qu'un haïku sur le plan poétique. Forêt, bête, livre, l'équilibre. Ça résume votre existence ? Forêt, bête, livre... C'est vous qui l'écrivez. C'est pas mal. C'est vous qui l'écrivez, Florence Deboeuf, à plusieurs reprises. C'est un beau résumé de votre existence. Oui. Malgré la présence de Mike Brandt, berger légèrement macho et beauf absolu, qui vous pose des problèmes. Mais bon, un jour, il arrêtera d'être berger, peut-être. Et oui, après, oui, il y en a partout. Hein, il y en a partout. Voilà, on les a. Et puis, une bergère, c'est une femme seule en montagne, donc la proie idéale. Prenez soin de vous, avec Noké, votre chien, et votre chat et votre autre chien, et vos brebis. Merci Florence Deboeuf. Merci. Sur tes pentes, chez Artaud, avec vos dessins, vos textes et vos poèmes et vos considérations. Ce sont vos carnets d'une bergère, une sacrée bergère. Merci encore. On passe à notre débat sur les enjeux géopolitiques, mais aussi éthiques, et osons le mot civilisationnel, lié à l'intelligence artificielle qui s'impose dans la guerre contemporaine. Plus un conflit sans utilisation de drones, de robots tueurs, d'algorithmes et d'IA donc. Avec quels avantages ? Éviter les pertes humaines, évidemment, mais au prix de la déréalisation des humains qui sont devenus justement des points sur un écran. L'IA bouleverse-t-elle la guerre, la morale et le droit de la guerre ? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Des soldats russes main en l'air, tenus en joue par des robots tueurs et des drones pilotés à distance. Cette scène s'est déroulée en janvier quelque part sur le front ukrainien. Un succès inédit, selon Volodymyr Zelensky. Pour la première fois dans cette guerre, une position ennemie a été prise exclusivement par des robots terrestres sans pilote et des drones. Boostés à l'intelligence artificielle, les robots et les drones jouent un rôle croissant dans les conflits. L'IA permet d'identifier des cibles, de les hiérarchiser et de planifier des frappes intensives.
À Téhéran, le 28 février dernier, le guide suprême iranien, pourtant tenu au secret, a été tué dans un bombardement. Les renseignements israéliens ont utilisé l'intelligence artificielle pour pirater les caméras de surveillance et analyser d'importants volumes d'informations plus vite que n'importe quel cerveau humain. Les États-Unis ont également recours aux algorithmes. Le patron du Pentagone le reconnaît sans s'attarder. Nous avons beaucoup de systèmes autonomes, des drones et d'autres outils avec de l'intelligence artificielle dont je ne peux vraiment pas vous parler. Le Pentagone a notamment confié à l'entreprise Anduril Industries une mission, développer des drones autonomes capables de partir en éclaireur, de repérer et d'engager l'ennemi avant un pilote de chasse. Une nouvelle ère s'ouvre selon l'un de ses concepteurs. Je ne vois pas en quoi ce serait plus moral de fabriquer une mine incapable de faire la différence entre un bus scolaire et un blindé russe. C'est un choix entre des armes intelligentes ou stupides. Alors, l'intelligence artificielle devient-elle incontournable dans les conflits armés, au risque d'échapper au commandement militaire? Y a-t-il urgence à l'encadrer? Nos trois invités, général Jérôme Pellistrandi, bonsoir. Vous êtes général de l'armée, rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Vous venez de publier Les armées françaises dans la collection Que sais-je. Et selon vous, l'IA bouleverse l'art de la guerre, même si son usage remonte au développement de l'informatique. Voici plusieurs décennies au moins. Son utilisation, ajoutez-vous, pose des questions d'ordre éthique liées à l'autonomisation des système d'armes. À côté de vous, Éric Hazan, bonsoir, entrepreneur, spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous avez coécrit avec Olivier Sibony « Faut-il encore décider la décision humaine à l'ère de l'intelligence artificielle ?» Vous estimez que l'IA permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus précis, mais qu'elle accentue un phénomène de gamification de la guerre comme un jeu vidéo donc, et elle pose la question de savoir qui prend les décisions. À côté de vous, Alexandra Saviana, bonsoir, rédactrice en chef adjointe en charge de la défense pour l'hebdo L'Express. Vous avez publié les scénarios noirs de l'armée française. Et selon vous, l'intelligence artificielle est un véritable outil d'aide à la décision pour les militaires. Elle permet aussi de mieux gérer la logistique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de règle internationale pour réguler son usage, en tout cas à ce jour. Et on démarre avec l'acronyme du jour. Oui, AMIAD, pour Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, mise en place il y a tout juste 2 ans, le 1er mai 2024. Une agence rattachée au ministère des Armées. Elle a pour mission première d'apporter aux forces françaises des solutions d'intelligence artificielle en transformant les expérimentations en capacités concrètes. Jérôme Pellistrandi, ça veut dire que l'armée française ne se souciait pas beaucoup de l'IA jusque-là, ou c'est une continuité? Non, c'est une continuité. Il faut bien comprendre que l'utilisation d'algorithmes, parce que derrière l'intelligence artificielle, il faut parler ce sont des algorithmes. Vous savez que c'est une histoire qui est ancienne en fait. Et ça remonte à quand? On peut dire l'informatique. Oui, le développement de l'informatique en fait. Et quand vous prenez par exemple, vous savez, pour les plus anciens, les cartes IBM, vous savez où il y avait des trous là vous savez que par exemple notre numéro de sécurité sociale. Le 1 ou 2, quelque chose, à date de naissance. C'était créé en 1940. En fait, c'est la conséquence de la défaite de juin 40. Et il faut des outils techniques pour pouvoir mobiliser pour un nouveau conflit. Et en fait, on va développer le calcul numérique. Donc on a cet exemple-là. Alors, bien sûr, la place de l'homme est prépondérante, mais ensuite, avec le développement de l'informatique, oui, l'intelligence artificielle est arrivée avec donc algorithme et à côté le traitement des données. C'est les deux mots qui sont clés pour comprendre les enjeux donc d'aujourd'hui. Alexandra Saviana, l'IA, ce qui est important, c'est sa puissance de traitement, ça réduit, vous dites, le temps entre l'information et l'action. C'est ça? Oui, et ça, c'est assez fondamental, notamment du côté des États-Unis. On voit, ils utilisent énormément l'IA dans le conflit avec l'Iran aujourd'hui. Ça, c'est un vieux rêve, un vieux projet américain, parce que dès le début des années 2000, même dans les années 90, ils commencent à parler de boucle OODA, c'est-à-dire observer, orienter, décider, agir. Le but, c'est de réduire au maximum le temps entre la décision et le tir final. Et donc, l'IA permet d'aller beaucoup plus vite entre la récolte de données qui est immense du fait des dizaines de capteurs qu'on a aujourd'hui et le moment où l'objectif est touché par une arme américaine.
Éric Cazan, c'est ce qui a permis la capture de Maduro ou la mort d'Ali Khamenei. Ça a accéléré les choses ou ça a permis de pointer, de cibler? En fait, ce que fait l'IA aujourd'hui, c'est qu'on était dans le brouillard de la guerre avant, comme disait Clausewitz. On avait très peu d'informations et elles étaient toutes manipulées. L'IA, elle permet de cruncher un maximum de données, d'agréger, d'analyser un maximum de données. Pardon de l'anglicisme. Et ça permet finalement de faire toute la navigation et de faire l'identification des cibles. Et avant, quand on était sur des drones non autonomes, des drones manuels, on avait quelques cibles dans une journée sur lesquels on pouvait éventuellement pointer, c'était déjà pas mal. Et là, un soldat ou un jeune soldat, mais je pense que tous les soldats sont quasiment tous jeunes, à un moment, il se retrouve avec une marge de manœuvre de quelques secondes, on lui présente des centaines de cibles. Il faut qu'il appuie sur le bouton. Donc on dit qu'il y a un humain dans la boucle, mais sa marge de manœuvre est extrêmement faible. Et donc des centaines de cibles qui sont plutôt donc, identifiées par l'IA lui arrivent. Voilà. Donc là, la question qui se pose, c'est où est la décision, où est l'autonomie, où est la responsabilité? Alors, on va y venir, mais on va évoquer d'abord, avec vous trois et évidemment avec Marjorie, l'IA qui se retrouve également comme outil de propagande. Oui, d'autant que c'est très rapide à faire et ça ne coûte pas cher à produire. Depuis le début de la guerre en Iran, par exemple, des comptes favorables au régime iranien inondent Internet de vidéos satiriques fabriquées par l'IA. Parmi les plus populaires, celles reproduisant des personnages s'inspirant de Lego, la célèbre marque danoise, vous les voyez, publiées presque quotidiennement. Elles cumulent des millions de vues. Elles tournent, par exemple, en dérision les négociations internationales, ici la fin du cessez-le-feu, et surtout le président américain Donald Trump. On peut le voir, par exemple, tenu en laisse, vous le voyez, par Benyamin Netanyahou. Alors, pour riposter au blocus naval du détroit d'Ormuz, l'ambassade d'Iran en Afrique du Sud a publié une fausse vidéo de Donald Trump, cheveux longs et synthétiseur, chantant « Voyage, voyage », devenu « blocade, blocade », qui veut dire blocus en anglais, on l'entend. Une chanson française. Une chanson française à l'origine de Désirless. Et côté américain, eh bien, c'est la même chose. Sur le compte X de la Maison Blanche, on trouve par exemple une vidéo cartoonesque. On y voit un joueur de bowling faire un strike, un tir parfait, sur des quilles animées qui représentent en fait des leaders iraniens. Voici ces quilles. Alors là, on comprend évidemment que c'est faux, mais certaines vidéos d'IA sont tellement réalistes qu'elles engendrent de la confusion et de la désinformation. Des comptes russes, par exemple, ont récemment utilisé l'IA pour montrer un soldat ukrainien en pleurs, expliquant ne pas vouloir combattre, ou d'autres militaires se rendant aux Russes. Alexandra Saviana, la propagande et la guerre, on le sait, c'est une vieille histoire. Mais maintenant, avec l'IA, il n'a jamais été aussi facile et rapide d'en faire ? Oui, et d'ailleurs, tous les pays s'y mettent. Hein. Les États-Unis l'ont fait, notamment sur le compte Twitter de la Maison-Blanche, vous l'avez dit, ou sur les instances officielles. Et c'est ça aussi le danger, c'est que cette facilité permet une prise en main par des acteurs qui sont à la fois liés à des régimes. Vous montriez Explosive Media pour l'Iran, qui est un compte où on ignore un petit peu qui se trouve derrière. Hein. Les responsables assurent ne pas être liés directement au régime des mollahs. Néanmoins, font circuler la propagande à vitesse grand V. Et de l'autre côté, on a la Maison-Blanche, qui est pourtant censée être plutôt restreinte dans sa communication, qui n'hésite pas à l'utiliser, voire même à créer. Ils avaient créé une jeune femme extrêmement belle pour attirer, pour dire aux Américains, voyez comme ce conflit, il faut s'engager, il faut être proche des États-Unis et pour les États-Unis. Général Pellistrandi, un robot dirigé à distance par l'intelligence artificielle, c'est quand même mieux au niveau des pertes qu'un soldat sur le terrain. Est-ce que ça aussi c'est un des avantages ou un des rares avantages procurés par l'IA ? C'est une évolution qui va devenir inéluctable, ne serait-ce que par le vieillissement démographique. C'est-à-dire qu'entre le soldat, on l'a dit, c'est normalement quelqu'un de jeune. Or, dans des sociétés vieillissantes, comment trouver, entre guillemets, de la main-d'œuvre, c'est une problématique qui touche énormément de pays. Et donc, il est vrai que déléguer des tâches à des robots, permettrait d'éviter. Alors après, bien sûr, se posent énormément de questions autour de cela. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de tâches peuvent être prises en compte par des robots
dopés à l'intelligence artificielle à la place d'hommes et de femmes. Alors vous avez commencé à en parler, Eric Hazan. L'homme, le militaire, est-il toujours le décisionnaire final ou la machine agit-elle parfois sans intervention humaine? Écoutez la réponse du secrétaire américain à la Défense. Absolutely. And are any so-called fully autonomous weapons or other AI tools being used in Operation Epic Fury? We've got a lot of autonomous systems, or systems that drones and others incorporated with smart AI aspects to them, but a lot of which I can't talk about here. Eric Hazan, est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a des armes entièrement autonomes, pilotées par l'IA, sans intervention humaine? Est-ce que c'est déjà le cas? On n'en sait rien, c'est techniquement possible. Ce qu'on sait, c'est qu'on voit une industrialisation de la guerre extrêmement possible, y compris sur le front ukrainien, avec des essaims de drones. C'est-à-dire, ce sont des drones qui sont censés être semi-autonomes. Vous avez quelqu'un qui est derrière son écran, mais les drones communiquent entre eux. Et donc, c'est comme si vous aviez un jeu vidéo avec plusieurs dizaines de petits drones autonomes que vous pilotez. Donc ça, c'est déjà le cas. Il n'y a qu'un pas avant l'autonomie complète. Et là, la question, c'est que effectivement, on se le disait, la décision se déplace. Elle est d'ailleurs même plus chez le gars qui appuie sur le bouton. Vous voulez dire qu'il y a une déresponsabilisation? Eh bien, c'est un peu comme ce qu'Hannah Arendt appelait la banalité du mal. C'est la banalité algorithmique. On ne sait plus qui est responsable. C'est la machine qui m'a dit d'appuyer. Vous voyez? Et donc, en fait, la question, c'est que c'est là où on programme les drones que se déplace la décision, soit vers le fabricant, soit vers la hiérarchie militaire, ce qui est d'ailleurs logique. Mais en gros, sur le terrain, entre guillemets, c'est-à-dire derrière son écran, la marge de manœuvre est extrêmement faible et la vitesse incroyable. Alexandra Saviana, votre voisin évoquait la gamification, le fait que ça ressemble à un jeu vidéo, la guerre, avec aussi une déréalisation, c'est-à-dire c'est plus des hommes, c'est des points sur des écrans. Ça veut dire quoi sur un plan presque philosophique ou de la conception de l'humain par l'autre humain qui est en guerre avec cet humain en face, mais qui n'est plus en face de lui, précisément? Ça veut dire qu'il y a forcément une déréalisation, et puis surtout, il y a le pendant de « on est beaucoup plus efficace », c'est aussi le pendant de « on a moins l'occasion de vérifier », parce que dans une opération classique auparavant, entre le moment où on prenait la décision de viser, celui où on récoltait des informations, celui où on analysait, il y avait à chaque fois 6 étapes environ et des hommes à chaque fois. Ce qui fait qu'à chaque fois, il y avait l'occasion de revenir sur cette décision, sur ce tir, et d'éviter. Tandis que là, on est sur un tunnel qui est beaucoup plus immatériel. Ce qui fait que aussi, on voit moins les conséquences sur le terrain, avec une nuance. Cela étant dit, en 99, par exemple, les États-Unis ont visé par erreur une ambassade chinoise à Belgrade. Donc c'est bien la preuve que même quand l'homme est aux commandes, il y a des erreurs. Et parfois, justement, je termine, l'intelligence artificielle permet de les corriger. On peut se dire, c'est notamment le cas en Ukraine, vous l'évoquiez, quand ils sont liés à notamment des plans Internet, ils peuvent distinguer, tiens, ce village a une propension à être plutôt pro-ukrainien, on va éviter de les viser. Donc moins de victimes collatérales, en quelque sorte, comme on dit. En théorie, maintenant, il faut que les jeux de données soient à jour et il faut que les gens soient là, justement, pour arrêter s'il y a un problème. Et justement, Jérôme Pellistrand dit l'IA est dénuée d'émotions. Alors ça veut dire qu'il faut faire plus confiance à l'IA ou à l'humain qui, lui, peut se laisser complètement déborder par elle? En fait, la problématique, pour moi, elle est différente. Elle est liée à un problème d'éthique sociétale. Et c'est ce qui pose un problème de fond. On l'avait évoqué, il n'y a pas de régulation internationale. Regardez, par exemple, on parle beaucoup dans le monde de la défense du soldat augmenté. C'est-à-dire on va améliorer la performance du soldat. Comment on l'augmente? Justement. On va, par exemple, avec des systèmes qui vont améliorer ses capacités physiques. Des puces, oui, mais ça s'appelle vision nocturne. En sport, ça s'appelle le dopage. Donc, en fonction à la fois de la culture politique d'un État. Oui, ça veut dire ce qui serait proscrit en sport serait autorisé dans le cadre de l'IA. La problématique n'est pas tant dans l'IA que dans l'utilisation faite de l'IA par des entités, États ou autres, sans aucun cadre éthique. Et c'est ça le problème de fond. Au point, Eric Hazan, que des chercheurs du King's College ont montré que les systèmes d'IA proposent spontanément, par exemple, l'usage du nucléaire en cas de conflit dans 95% des cas. En fait, pour une IA, on ne peut pas dire qu'on parle d'empathie, là. On est dans l'optimisation statistique des moyens. Donc le nucléaire, c'est un moyen parmi d'autres. Et donc si on gagne, on gagne.
ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on est un humain. Il n'y a pas de nuance dans Il n'y a pas de nuance. Enfin, ni de mémoire historique. Hiroshima, Nagasaki. Absolument, mais il y a beaucoup de nuances parce que le raisonnement est complexe, mais il n'y a pas de nuance parce que finalement, encore une fois, toute arme est un moyen. Ce que disait Jérôme Pellistrandi est important. Quand on a développé le nucléaire, on est dans le multilatéralisme absolu. On est dans la négociation, pas au début, mais ensuite, la non-prolifération, etc. Où est cette réflexion au niveau de l'intelligence artificielle? Il n'y a pas de négociation. Bon, le multilatéralisme aujourd'hui, il est un petit peu en panne, mais globalement, le citoyen devrait être intégré dans la doctrine militaire qui préside à l'utilisation de l'IA. Alors, il y a une école en Iran qui a été ciblée. On ne sait pas si c'est un tir américain. Il y a toujours une enquête en cours avec des dizaines de jeunes filles qui ont été victimes. Et voilà ce que dit Laure Roussy de Rochegonde, qui est spécialiste de l'intelligence artificielle dans les faits de guerre. L'erreur de ciblage est si flagrante qu'il est difficile d'y voir une décision humaine pleinement assumée. Tout suggère plutôt une recommandation algorithmique faussée par une mauvaise analyse d'images satellitaires. Et là, la question se pose clairement, Alexandra Saviana, c'est peut-être pas la faute de l'homme dans ce cas-là, ou devant un tribunal international, qui serait responsable? C'est toute la question. Encore une fois, on revient sur cette histoire aussi de set de données. Si le set de données est faux, pas mis à jour, la question se pose. C'est l'ingénieur qui l'a mis au point, du coup, peut-être? Ou pas? Ou est-ce que c'est la black box qui se trouve être l'algorithme? Parce qu'aujourd'hui aussi, l'un des problèmes de ce type de technologie, c'est qu'on ignore précisément comment il fonctionne. Il y a quand même des chaires qui sont ouvertes dans des universités américaines pour essayer de comprendre comment l'algorithme de ces chatbots peut fonctionner. Donc, c'est dire si on manque de connaissances là-dessus. Et puis, pour revenir sur ce que vous disiez sur la régulation internationale, il y a quand même une analogie qui circule dans les milieux de la défense américains, qui est que aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire avec l'IA, en le confiant donc à des entreprises privées, parce que c'est aussi là tout l'objet de notre débat. On parle de Palantir, on parle d'Anthropic, on ne parle pas d'État, on parle d'entités privées qui créent une arme de destruction massive, peut-être, potentiellement létale. C'est comme si on confiait le projet Manhattan au sortir de la Seconde Guerre mondiale. À l'origine de la bombe atomique. À l'origine de la bombe atomique, à Amazon, Google ou Meta. Éric Hazan, dans le cadre donc de ce qui s'apparenterait à un crime de guerre, sur un plan juridique, qui est responsable? Qui serait déféré devant une cour? Pour l'instant, c'est pas clair, mais globalement, on vit sur une infrastructure. On vit sur une infrastructure du monde qui est devenue l'IA. Et dans cette infrastructure du monde, comme Alexandra le disait, globalement, on s'en remet à des entreprises privées. Tout le monde était très impressionné de l'attitude de Dario Amodei vis-à-vis du gouvernement américain. Vous nous rappelez qui il est? C'est le patron d'Anthropic, le fondateur d'Anthropic. Qui n'a plus voulu travailler avec le gouvernement américain. Voilà, absolument. Alors on dit il est formidable. Il est formidable, c'est un très bon aussi coup commercial. Mais au-delà de ça, il a sans doute une très forte éthique. Mais pourquoi c'est une entreprise privée qui se pose la question du caractère létal d'une infrastructure technologique? Ça devrait être une discussion dans laquelle le citoyen est investi. Et donc la responsabilité, elle est d'abord d'ordre politique. C'est bien ça la problématique face à l'IA. Là, on parle d'IA militaire, mais on peut parler d'IA dans tous les domaines. Et c'est bien la responsabilité du politique de définir en permanence... Il n'y a pas de négociation aujourd'hui internationale là-dessus. Non, c'est un vide total. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de vraie négociation. Et derrière, vous avez aussi... parce que on voit bien que ce sont des approches même philosophiques différentes, le transhumanisme, l'amélioration de la performance. Et donc, on a une technologisation de l'individu, alors quand c'est dans le cadre militaire, avec toutes les dérives que cela peut comporter. Pas de traité international en vue. Non, quelle négociation, alors qu'effectivement le multilatéralisme est en difficulté, que là on a deux grandes puissances, à savoir les États-Unis et la Chine, qui sont une course pour aller le plus vite possible dans l'IA, et au milieu on a l'Europe qui essaie de survivre, éventuellement de réguler comme on l'a fait avec les réseaux sociaux, mais qui se retrouve aussi confrontée à un problème de moyens qui est comment réguler sans restreindre l'innovation et sans perdre sa place dans la course. Et Éric Hazan, si on pense de manière dystopique et si l'IA se retournait contre nous, tout le monde se souvient du film de Stanley Kubrick 2001, Odyssée de l'espace, avec l'ordinateur HAL qui tente de prendre le pouvoir sur l'homme. Alors à grande échelle ou à échelle archi-contemporaine, ça pourrait arriver?
Aujourd'hui, l'IA n'est pas en mesure de se retourner contre nous. On pense que quand même, malgré tout, si on va vers des drones autonomes, par exemple, dans le cadre de la guerre, si on va de plus en plus vers l'autonomie, il peut y avoir des hallucinations et des erreurs. Et c'est ça qu'on pourrait appeler une IA qui se retourne contre nous. Mais aujourd'hui, c'est un outil statistique d'optimisation. C'est formidable. Ça fait quand même un certain nombre d'erreurs. Mais surtout, ça ne fait les erreurs que celles qu'on a mis dans le système parce que ce sont nos erreurs. C'est les hommes qui les programment. Mais ça veut dire, Général Pellistrandi, que des militaires se préparent tout de même à ce qu'éventuellement l'IA nous échappe à défaut de se retourner contre nous complètement? Oui, mais on parlait de 2001, l'Odyssée de l'espace. Docteur Folamour, c'est l'homme. Voilà, donc on retombe toujours sur la même chose. C'est l'homme qui est au cœur. Maintenant, c'est extrêmement complexe parce qu'on voit bien que, l'homme peut devenir fou. C'est ça ce que l'on voit aujourd'hui. Mais en même temps, l'IA, c'est aussi sauver des vies. C'est vrai que là, on s'en inquiète. Mais il y a une vidéo qui a circulé montrant un drone terrestre ukrainien, on va le voir, venir au secours d'une vieille femme qui marche sur une route. Elle est visée, elle peut être potentiellement ciblée par les Russes et elle est sauvée par un drone terrestre qui est commandé à distance. C'est ça qui se passe, Alexandra Saviana, c'est ça qu'on voit? Oui, mais toute la question de ce type de technologie, c'est encore l'usage qu'on en fait. Effectivement, on peut avoir ce type d'outil qui peut être positif. Là, c'est de la propagande aussi. C'est aussi de la propagande, effectivement. Mais donc, du coup, toute la question, c'est qui le régule, encore une fois, et qui juge ou non si l'outil est correctement utilisé. Éric Hazan. Mais il y a des drones pompiers. Il y a de l'IA pour le bien commun, il y a de l'IA qui permet d'analyser des images satellites pour éviter la déforestation et le trafic d'animaux. Il y a plein de choses possibles. Donc c'est nous qui décidons du sens de l'outil. Général Pellistrandi, est-ce qu'il y a des initiations à l'IA pour les militaires? Est-ce qu'on leur apprend, on leur explique? Est-ce que ça devrait être le cas? Oui, alors d'abord, il faut voir aussi... toutes catégories et tout grade confondu, bien sûr. Notamment, par exemple, par l'usage de la simulation. On va s'entraîner sur simulateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils très puissants qui permettent de favoriser l'apprentissage. On a par exemple, pour préparer un certain nombre d'opérations. On va entrer un certain nombre de données. Je vais vous donner un exemple très concret. Le temps de réaction par rapport à des missiles en mer Rouge, par exemple, pour une frégate française, est inférieur à la minute. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas des outils d'intelligence artificielle embarqués à bord de la frégate, si vous n'avez pas un équipage entraîné, c'est ça. Voilà. Donc c'est... Voilà, d'où le besoin en formation et qui ira en s'accroissant, mais ça concerne tout le monde, dans tous les domaines, pas uniquement militaires. C'est ça, nous aussi, citoyens, on a bien compris. Merci en tout cas d'être venus, merci à tous les trois d'être venus nous expliquer un petit peu mieux tous ces enjeux liés à l'intelligence artificielle comme auxiliaire de guerre. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. Demain, c'est la fête du travail, un jour obligatoirement chômé pour les salariés. Au fait, est-ce que le travail est une torture? On examinera l'étymologie du mot. Et au Japon, la municipalité de Tokyo a trouvé une astuce pour ne pas utiliser les climatiseurs dans les bureaux quand il fait très chaud pour économiser l'énergie. Mais d'abord, mot vedette du jour, homme performatif, ces mecs qui feignent d'être les alliés des femmes. Il rit, c'est entendu. On les appelle les hommes performatifs. Eux, ce sont les hommes performatifs. Performative male. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Homme performatif, du latin homo, être humain, et du vieux français par, former, accomplir complètement, est un terme apparu sur les réseaux sociaux en 2025 pour désigner un monsieur qui épouse la cause des dames, si théâtralement que son engagement est suspecté de relever de la performance. Aux antipodes du masculiniste six-pack, réputé toxique ailleurs que chez les tradwives, l'homme performatif exhibe une panoplie d'artefacts qu'il fantasme comme autant de gages de son innocuité auprès de la femme progressiste. Tote bag garni au laboubou, écouteurs filaires, jorts, avec dépassant de la poche un essai féministe, si possible écorné. L'homme performatif ne dupe personne. Aux États-Unis, de Yale à Seattle, des concours consacrent avec ironie le meilleur performative male. Tant il est clair que ce faux dévot du féminisme, en apparence uber déconstruit de la Birkenstock au mulet, n'est qu'un mec dont la feuille de route pas super nouvelle est « trouver de quoi ken ».
En 1955, un philosophe britannique applique l'adjectif performatif au mot. Un énoncé performatif constitue lui-même une action. Je vous déclare mari et femme. Je te promets, je baptise cet enfant. Dans les années 90, sa consoeur l'applique au genre. Masculin ou féminin n'est pas un attribut biologique, mais un rôle social répété, une performance. La performativité de la masculinité est ensuite associée au winner des années 2000, à une construction sociale de l'idéal viril avec mise en scène de ce à quoi doit ressembler un vrai bonhomme. Et voilà l'homme performatif de 2025 qui siphonne la bonne foi de l'homme déconstruit. Un type en 1000 morceaux. Merci Thibault Nolte. Marie, Xavier. Ah, c'est vous? Mais oui, c'est l'heure de vos chroniques. Alors, Xavier, veille de 1er mai, oui, il n'y a pas de 31 avril, c'est bien connu. Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses. D'abord dans l'autre sens, les travailleuses et les travailleurs. Vous revenez sur l'origine du mot travail. Est-ce que c'est torture? Ah oui, parce que c'est plus compliqué que ça. On l'entend souvent. Ouais. Écoutez, en 1922, Elisabeth, l'écrivain Paul Bourget de l'Académie française fait paraître ses nouvelles pages de critique et de doctrine. Et dans cet ouvrage, il évoque l'origine du mot travail, qu'il associe à un mot latin, tripalium 3 pieux. C'est une sorte de chevalet qui était utilisé pour maintenir le cheval le temps de le ferrer, et puis qui est devenu par la suite un instrument de torture. Donc cette notion d'effort pénible est liée à l'idée de travail, ce que dit Paul Bourget. Paul Bourget, qui est un écrivain qu'on pourrait qualifier de droite, c'est-à-dire qu'on le verra plus souvent dans des salons mondains que dans des manifestations syndicales et ouvrières. Mais ce qui est étonnant ici, c'est qu'il rejoint dans cette proposition étymologique ce qu'on va retrouver au même moment dans la presse de gauche. En 1921, dans le quotidien communiste L'Humanité, vous avez cette idée-là, l'évocation de l'ignominie originelle du mot travail, donc le tripalium, un instrument de supplice que le maître utilisait pour attacher son esclave révolté. Est-ce correct? Alors, c'est exact. Bon, déjà, il faut dire que cette association torture, travail, c'est quelque chose que l'on voit apparaître au 19e siècle au moment de l'industrialisation. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le mot travail s'impose. Parce qu'auparavant, on utilisait d'autres mots. On allait parler d'ouvrage, de tâche, de labeur, oui. Et remarquez que certaines langues n'ont pas choisi le mot travail. Vous avez en anglais labor, vous avez en italien lavoro. En tout cas, associer torture, travail, c'est ce que rejette le lexicologue Émile Littré. On en revient toujours à Littré, le dictionnaire de la langue française, qui lui considère que le travail vient plutôt du mot trabs, c'est-à-dire la poutre travailler, ouvrager, enfin on a cette idée de travail. Et puis on peut même aller plus loin, parce que le tripalium, donc cet objet qui est utilisé par les maréchaux ferrants vraiment, eh bien ne devient instrument de torture, ou en tout cas n'est évoqué comme tel que très tard, au VIe siècle, un concile à Auxerre. Donc depuis, vous savez, beaucoup de choses a pu être écrit, des articles, des livres même entiers, pour expliquer que non, le travail ne vient pas du tripalium et de la torture. Mais cette association nous en dit beaucoup de la société qui produit ce discours. Parce qu'au 19e siècle, au moment où ça apparaît, c'est le moment où les corps des travailleuses, des travailleurs sont abîmés dans les usines et dans les mines. Quand on le voit apparaître de nouveau au XXe siècle, par exemple, c'est au moment où se développe l'activité salariée, avec des horaires comme ça, précis. Nous, on est bloqués. Et aujourd'hui, voir cela apparaître sur les réseaux sociaux, ça en dit beaucoup plus de notre rapport au travail que de la linguistique. En tout cas, associer torture et travail, ça donne au travail un mauvais genre. Autrement dit, un salaire. De la peur. Ok, Mauduit. Le travail en short, c'est peut-être la solution. On reste dans le travail. C'est ce qui se passe au Japon, oui, c'est ça, Marie, à Tokyo. Exactement. On va croiser normalement des travailleurs en short à Tokyo. C'est vraiment le signe que l'heure est grave, parce que c'est quand même Tokyo, une ville mondialement connue pour ses marées de col blanc, en costard, cravate, tous pareils. On les appelle les salarymen. Voilà, c'est un néologisme qui désigne donc ces employés de bureau par opposition aux ouvriers. Or, ces salarymen donc vont devoir tomber l'uniforme cet été. S'il vous plaît, venez travailler en polo, en t-shirt, en basket, et si vous le pouvez, en short, a supplié la gouverneure de Tokyo, qui s'appelle Yuriko Koike. C'est vendredi dernier. Alors elle, c'est une femme qui déjà avait une idée un peu similaire il y a 20 ans. Elle était ministre de l'écologie. Et elle avait proposé cette fois d'abandonner la cravate et la veste de costume pendant les fortes chaleurs. C'est la même idée. À l'époque, c'était un programme gouvernemental qu'ils avaient appelé Cool Bees, B-I-Z. Et le Premier ministre japonais avait montré l'exemple en enlevant sa cravate. C'était assez fou.
Il avait été copié par les Sud-Coréens. Les syndicats britanniques aussi avaient dit que c'était une super idée. Et même notre éphémère ministre de l'écologie, François de Rugy, à la canicule 2019, il s'était inspiré de cette décontraction japonaise. Je suis sûre que vous trouvez ça affreux d'avoir un homme à l'Assemblée nationale sans cravate. C'est pas lui qui vous demande. Il a même enlevé le bouton. Alors tout ça, ça a une bonne raison. C'est évidemment économiser de la climatisation. Voilà. Et donc économiser de l'énergie. Cette année... Donc ce striptease sociétal franchit un cran supplémentaire avec cette histoire de short. C'est parce qu'il y a un contexte qui est celui de la flambée des prix de l'énergie à cause de la guerre au Moyen-Orient. Et puis, une vraie flambée des températures. L'été dernier, au Japon, ça a été le plus chaud jamais enregistré de l'histoire de la météo japonaise. Donc c'est l'agence qui existe et qui mesure depuis la fin du 19e siècle. Il y a eu à Tokyo 25 jours à plus de 35 degrés. C'est allé tellement loin que l'agence météo du Japon a demandé aux habitants, il y a quelques semaines, d'inventer un nouveau mot pour qualifier les journées à plus de 40 degrés. Donc les gens, il y a eu plein de propositions. Les gens ont dit journée bouillante, journée sauna ou journée à rester à la maison. Et finalement, c'est Kokushobi qui a été choisi, c'est journée cruellement chaude. Et donc c'est devenu un terme officiel. Donc cruellement chaude, cruellement short. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce nouveau style au Japon. Et j'ai aussi hâte de voir si les hôtels, les fameux hôtels pour salarymen qui finissent tard et commencent tôt, et qui, regardez, disposent de distributeurs de costards cravates, vont ajouter le short dans la vitrine, c'est possible. Vous nous raconterez ça cet été. Ouais. Merci Marie, merci à tout le monde. On se retrouve. On se retrouve pas demain, 20h05. C'est Renaud Délie aux manettes. À lundi. Tchuss.